Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue au podcast Parents et amis. On a l'intention de vous faire passer un bon moment, de vous en apprendre un peu, mais de vous divertir. Est-ce que ça va être possible aujourd'hui? Je ne sais pas, ça dépend toujours de l'invité. L'animateur n'a rien à voir là-dedans. Qui n'a pas eu des discussions sur l'importance relative, selon qui parle, il faut le dire, de planifier, organiser, structurer ses activités financières personnelles? Souvent, c'est comme quelque chose de compliqué qu'on n'a pas le goût de mettre en place. Bien qu'on connaisse la nécessité des planifications, c'est rare qu'on est excité de faire ça, souvent par manque de connaissances ou une compréhension minimale de la chose économique. Par contre, la chose économique est dans nos vies right and left, comme on dirait. J'ai invité mon neveu Jean-Michel Parent, qui est tombé dedans quand il était jeune, tombé dans la finance. Il est planificateur financier. Bonjour Jean-Michel, comment ça va? Salut, ça va bien, et toi? Depuis le temps qu'on est supposé se parler. Là. Très content de te parler au micro parce que je me disais, il faudrait un jour, d'abord, tu as une très belle voix. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est une pression qu'on met dès le départ. La voix, souvent, c'est quand je faisais des tests de son, on était à distance, mettons, on faisait une émission à la radio, puis je disais que ça dit, le son, il dit, le son est bon, la voix, pas sûr. Mais dans ce cas-ci, tu as les deux. Écoute, on va évidemment parler d'économie, mais je veux qu'on fasse un genre de 101, c'est-à-dire, j'imagine des gens qui nous entendent, qui veulent comprendre, mais sans que ce soit trop compliqué, qui veulent savoir si c'est important de l'assurance vie, pourquoi c'est important, mais sans être dans trop de détails, mais juste quelque chose de... C'est un peu ce que tu fais, dans le fond, démocratiser. L'objectif, c'est de verbaliser. Dire un peu chaque concept, on va verbaliser, puis on va expliquer aux gens comment comprendre de façon simple. OK. Donc, alors, on a une période, dirions-nous, de turbulence, d'incertitude économique. Est-ce que ça ajoute des défis? Turbulence, incertitude, c'est quand même drôle à dire parce qu'il y a eu la COVID. Il y a toujours quelque chose. On regarde toujours le négatif, on regarde toujours qu'est-ce qui peut se passer. Donc là, moi, turbulence, incertitude, moi, je trouve ça le fun, je trouve ça excitant. Je vois des opportunités des compagnies, des fois, qui vont moins bien, les secteurs qui vont moins bien. Puis là, les taux d'intérêt d'hypothèque augmentent, les taux d'intérêt descendent, les comptes d'intérêt élevés augmentent. Fait que je vois toujours des opportunités. Puis moi, la turbulence, moi, je trouve ça excitant. Est-ce que tes clients, les gens avec qui tu travailles, tu te rends compte que dans le fond, faut qu'ils te fassent confiance parce qu'ils comprennent pas tout. Parce que, tu sais, on entend parler des taux d'intérêt. Moi, juste avec ma blonde, des discussions où il y a entre amis, on disait, mais là, ils nous disent, faut pas trop dépenser parce que si on dépense trop, ça va faire rouler l'économie, ce qui freinera pas l'inflation. Fait que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Mais si on dépense pas, l'économie, c'est 70%. Là, on sait plus sur quel pied danser. C'est tout à une roue. Fait que, tu dépenses, les compagnies font de l'argent, les profits, la bourse monte, mais tu dépenses moins, l'économie descend, récession, perte d'emploi. Fait que c'est toujours un cycle, puis c'est toujours ça à regarder. Il n'y a jamais d'équilibre vraiment, dans le fond. C'est jamais complètement équilibré. Mais là, ce qui est le fun, quand on parle de taux d'intérêt, tu sais, il y a des gens que tu leur parles, puis que leur taux d'intérêt, c'est à 2%, puis l'autre, c'est un taux variable à 6%. Là, on voit des écarts énormes. Fait que là, les stratégies, tu sais, comme tu dis, les gens nous font confiance, il faut les rencontrer souvent, il faut leur parler souvent. Il y a plus de cas par cas, dans le fond? Exact. C'est juste du cas par cas. Il faut se jaser, il faut se parler, puis il faut être présent. C'est drôle parce que l'image que j'avais en tête, c'est un peu comme quand tu vas dans le sud ou tu vas en avion. C'est prouvé que si tu t'en vas, mettons, à Punta Cana, t'as 230 personnes. Sur les 230, il y en a même pas 5 ou 6 qui ont payé le même prix. Fait que finalement, quand tu dis en finance, tu dis à quelqu'un, toi, moi, j'ai fermé 5 ans, mais il y a 2 ans. Moi, j'ai resté ouvert, mais il y a 1 an, il y a 3 ans. Ça change tout. Tout change, les opportunités changent, puis les gens, leur objectif est différent. C'est-tu ton aménagement paysager dans une semaine ou on parle de ta retraite? Fait que tes objectifs... Court ou moyen ou long terme, ça change tout. Ça change tout. Fait que la communication est là, fait que puis chaque plan est différent, chaque personne est différente. OK, commençons par la base, des choses dont on entend parler, puis je suis pas certain, à commencer par moi, que je sais exactement ce que ça veut dire et les avantages. Le fameux CELI, d'abord, ça, c'est à l'abri de l'impôt, mais je sais pas exactement comment ça marche. Tu vas m'expliquer ça? Un compte, mais CELI, là, les gens disent CELI, C-E-L-I, compte d'épargne libre d'impôt. Ça a été instauré en 2009. Harper a mis ça en 2009. Tu peux mettre de l'argent dans un compte, puis dans le fond, les profits que tu vas faire ne seront pas imposés. Dans la vie, là, on a toujours de l'impôt à payer. Fait que dans le fond, tu achètes des actions, tu fais du profit, tu achètes un cadre de prix de la valeur, tu le revends, tu as de l'impôt à payer. À chaque fois que tu as des revenus, tu as de l'impôt à payer, sauf quand il y a de l'assurance vie, sauf quand tu as une résidence principale et sauf quand tu as un CELI. Fait que dans le fond, c'est de l'argent qui a été imposé
on fait des profits sur le rendement qu'on fait, mais les profits ne seront pas imposables. Tu n'as pas mentionné les rires, mais c'est parce que ils vont être imposés quand tu vas les sortir, dans le fond. Exactement. On peut pas dire qu'ils sont libres d'impôts. Les rires, tu trahis un peu ton âge, là, les rires, si tu veux. OK. Mais dans le fond... J'assume. Fait que j'aime ça dire les rires. Bah ouais, aussi. fais du Fait que les REER, dans le fond, c'est juste procrastiner. Je procrastine l'impôt. Je mets de l'argent dans un placement, je ne paye pas d'impôt maintenant, mais plus tard, quand je vais le sortir, je vais être imposé dessus. Fait que le principe du REER, c'est procrastiner. Okay. C'est d'en profiter quand j'ai une grosse braquette d'imposition. Plus tard, quand j'arrive à la retraite, ben je le sors quand je suis moins imposé. Fait que c'est ça le principe du REER. Je sais pas si c'est un dérivé, mais l'expression CELI-AP, c'est-à-dire pour ceux qui veulent acheter une première maison, je pense. Exact. CELI-AP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Ça, je l'appelle la patente à gosse. Là. Mais ça a été... le gouvernement est arrivé avec ça dans le budget 2022. Ils ont changé le projet de loi 3 fois. Puis là, ça a été instauré, mis en place depuis le 1er avril 2023. OK. Puis, dans le fond, les gens peuvent mettre jusqu'à 8 000 dans un compte d'épargne, un CELI-AP. Puis ce 8 000 $-là donne un retour d'impôt. Un retour d'impôt comme un REER. OK. Mais les gens avaient l'accès. Ils pouvaient prendre des REER, ils pouvaient mettre jusqu'à 35 000 $ de REER, les ressortir pour s'acheter une propriété, mais le gouvernement a rajouté quelque chose de plus pour, soi-disant, aider les jeunes à pouvoir avoir accès à la propriété. Ça, c'est le paiement de base pour acheter une maison. Le but, c'est quand tu veux accéder à une maison, il faut que tu aies un montant de base, un pourcent. Tu sais, Un cash down. Un cash down, on va dire comme ça. Mise de fonds. Oui, mise de fonds. Bon. Yeah. Fait que le CELI-AP te permet ça, mais on pouvait déjà le faire, c'est ça que tu me dis. On pouvait le faire via un REER, mais il faut que tu rembourses ton REER. Le CELI-AP, c'est juste, je mets l'argent là-dedans, je peux le ressortir et m'acheter ma première propriété. OK. Puis si on fait la petite magie, c'est que le gouvernement a dit tu peux mettre 8 000 $ par année pendant jusqu'à 40 000 $. Puis le 40 000, tu peux le ressortir sans payer d'impôt, mais tu n'as pas besoin de le rembourser. Donc, ils viennent donner 20 000 $. 20 000 $ pour ceux qui sont imposés à 50 % là, le CELI-AP, tu viens de faire apparaître 20 000 $ de plus dans tes poches pour t'acheter ta première propriété. Je sais qu'on va en parler tantôt, mais là, souvent, la question se pose. J'ai pas cet argent-là. Est-ce que je devrais emprunter pour être capable de profiter de ça? Ça, c'est une autre question qu'on pose à son planificateur. Là. Excellente question. L'objectif du CELI-AP, là, si je donne le conseil 2023, c'est de l'ouvrir. Quand tu l'ouvres, tu as accès à pouvoir en mettre dedans pour les prochaines années. Fait que même si tu n'as pas l'argent, tu ouvres le CELI-AP, tu crées ton espace CELI-AP. Contrairement au CELI, c'est juste avoir 18 ans depuis 2009, tu crées ton espace. Le CELI-AP, c'est je dois l'ouvrir, je dois être admissible. Une fois qu'il est admissible, je peux en mettre dedans. Maintenant, est-ce que j'emprunte pour le faire? Non, pas à court terme. Okay. Mais si, dans le fond, tu achètes ta propriété dans quelques semaines, quelques mois, là, on pourrait dire, OK, go, on emprunte, on le met dedans, puis on le retire. Fait que on fait pas ça pour le long terme, mais à court terme, on pourrait avoir l'idée d'emprunter pour le long terme. Parmi les grands termes de l'économie, on va essayer de faire le tour au complet, c'est ça notre but. On va parler de taux d'intérêt de banque, parce que c'est très d'actualité, donc on se pose des questions. Qui fait quoi? Qui a de l'influence? La Banque du Canada. Pour bien des gens, la Banque du Canada puis la Banque de Montréal ou la Banque TD, c'est la même affaire. Tu vas rire, là, mais c'est pas tout le monde qui fait la différence. Pourquoi la Banque du Canada est si importante, dans le fond? La Banque du Canada, leur objectif, là, c'est dans le fond, c'est de réduire l'inflation. C'est maintenir l'inflation au plus bas. Leur objectif, dans le coin de 2,5 % d'inflation. Donc, ils augmentent les taux. Est-ce qu'il y a quelqu'un en 2022, 2023 qui n'a pas parlé de taux d'intérêt? Non. Non. Tout le monde en parle. Ton hypothèque, taux variable, taux fixe, ainsi de suite. Ça finit par nous frapper d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. On dit, tu sais, l'histoire dit que quand une hausse de taux, ça peut prendre de 6 à 12 jusqu'à 18 mois avant de rentrer dans le marché. Parce que la personne qui a un taux fixe actuellement, qui a pris il y a 2 ans, est encore à son taux fixe à 2 %. Puis c'est quand qu'elle va renouveler qu'elle va payer 1 000 $ de plus. Oui. Fait que là, on voit quand même, ça va bouger pas mal les prochaines années. Mais ce qui est quand même drôle, c'est qu'actuellement, là, l'inflation ralentit, mais pas ralentit tant que ça. On est quand même dans les 4 % d'inflation. Fait qu'on a encore une hausse de taux qui est arrivée dernièrement. C'est quand même impressionnant ce qui se passe dans les marchés. Puis ce qui est un peu drôle, j'ai vu une statistique dernièrement, c'est que la Fed, tu sais, les gens disaient, à chaque fois qu'il y avait une hausse de taux, il y avait une projection que l'inflation allait descendre. Puis l'inflation n'a jamais descendu. Fait que toutes les projections, ça marche pas. Mais depuis 2000 ou presque, parce que je me rappelais des chroniques que je faisais avec Vincent Delisle, qui est un économiste réputé. Il disait arrêtez de voir la bourse comme quelque chose qui est un jeu vidéo ou le Las Vegas. Il dit sinon on serait tous milliardaires. Là. Fait que là, les prévisions, lui il disait probablement que ça va monter, mais ça a pris du temps à monter, les taux d'intérêt, pensez-y. Ils ont été stables combien d'années? Personne n'avait prévu ça. C'est quasiment la première hausse de taux. Après 2009, ça montait un petit peu, mais c'est la première hausse de taux. Puis en fait, celle qu'on a vécue l'année passée, en 2022, c'est la hausse de taux la plus rapide de l'histoire. Là. Fait que ça a eu beaucoup d'impact. Ça a eu beaucoup d'impact dans les portefeuilles puis dans les projections. Puis finalement, là, depuis le début de l'année, la bourse va bien, ça augmente encore. Puis les gens disent on est en récession, il va y avoir des pertes d'emploi, mais c'est pas la bourse qui a l'impact là-dessus. Est-ce
Est-ce que ce que l'on a vu très récemment aux États-Unis, donc le taux d'inflation qui a baissé quand même pas mal, est-ce que ça va avoir une influence au Canada, à ton avis? Parce qu'on ne sait pas, la Banque du Canada devrait se prononcer la Banque du Canada a augmenté un petit peu ses taux là, quelques semaines encore, puis il va peut-être augmenter encore. Les gens, on a vu des premiers articles en début d'année qui disaient on pense avoir des baisses de taux à partir d'octobre. Mais tu sais, les gens, maintenant, on est rendu, les économies sont plus proches de janvier, février. Mais encore une fois, l'économie, la bourse, c'est deux choses différentes. Fait que c'est des choses à voir. Moi, j'ai aucune idée, puis je m'amuse un peu à dire, regarde, scénario A, scénario B, scénario C. On ne sait pas. Dans le fond, tu peux pas prévoir. Comme on dit, c'est même dangereux de prévoir. Dans le fond, tu peux pas donner une garantie à quelqu'un en disant c'est sûr que ça va être ça. Exact. Puis, vous devenez comme des avocats. Ouais, on a des chances de gagner. On va-tu gagner notre cause? Des bonnes chances. Bonne chance. Ça veut dire quoi, ouais? Si je reviens à ces taux, il y a des gens, là, ils ont des taux d'intérêt à 2% sur leur hypothèque, puis ils anticipent que ça va être plus élevé, puis ils disent il faut que je rembourse mon hypothèque rapidement. Oubliez pas que si les taux d'hypothèque sont plus élevés, les taux d'intérêt des comptes à intérêt élevé sont plus élevés aussi. Fait que le cash avant, là, on faisait 0,15 avec notre argent dans le compte de banque. Maintenant, les institutions ont des comptes d'épargne à intérêt élevé qui s'appellent jusqu'à 4,3 jusqu'à 4,6%. Fait que tu sais, tu peux rembourser ton hypothèque à 2% ou mettre de l'argent dans un compte à intérêt élevé à 4,6%. Moi, je dis, tu sais, hey, on va chercher 4,6, puis quand le taux sera plus élevé, ben, on remboursera plus notre hypothèque. Là, je vois l'intérêt d'avoir quelqu'un qui connaisse un peu plus, parce qu'il y a des calculs à faire. Des petits calculs à faire, juste des petites recommandations qui sont comme évidentes pour nous, qu'on est là-dedans tout le temps, et pour vous, j'avais pas pensé à ça. OK. C'est notre job. Parlons d'assurance-vie, parce que l'assurance-vie, moi, j'entendais tout le temps dire, parce que je suis d'une famille, évidemment, je pense toi aussi, qui a vendu beaucoup d'assurance-vie, puis j'entendais dire, au Québec, ça n'a pas de bon sens, on est nerveux, puis tout le monde est trop assuré. Là, j'attends un peu, est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce qu'on peut faire avec une assurance-vie? Comment ça peut être intéressant? Est-ce que tout le monde sait que ça peut être un véhicule de placement? Je pense que non, là. Non. C'est toujours une tare en disant, je vais m'en avoir juste assez pour m'enterrer puis sacrer ma patience. Fait que, puis en même temps, je vais être mort, ça donne rien. Fait que tous les clichés là, que je viens de te dire, là. Tous les clichés. Tu les entends, toi aussi? Ouais, moi, je donne beaucoup de conférences, puis j'aime ça dire, ça sert à quoi l'assurance vie? Puis la réponse tout le temps, pour les autres. C'est tout le temps ça la réponse. C'est pas que vrai? C'est pas que vrai. C'est vraiment pour les autres, mais il faut y penser différemment. T'sais. OK. Fait que l'assurance vie, là, je vais donner les 3 bases. Ça sert à quoi? Je dis tout le temps, ça sert, là, à payer les petits sandwichs au décès. C'est les frais funéraires, j'appelle ça les petits sandwichs au décès. Après ça, ça sert à rembourser les dettes. Puis les gens disent, hey, moi, si je décède, j'aimerais ça que mon hypothèque soit payée pour ma blonde. Mais là, chaque personne est différente. Il y a une personne qui peut dire, moi, je rembourse mon hypothèque au complet, ma blonde, elle a une maison finie de payer. L'autre personne, puis il peut dire, ben, elle s'arrangera. Elle s'arrangera. Fait que ton besoin d'assurance vient de passer de beaucoup à pas beaucoup. Mais le troisième point, peut-être le plus important, c'est maintenir le niveau de vie de la famille. Si encore une fois, tu as juste une blonde, tu te dis, garde, elle s'arrangera avec l'hypothèque. Mais si tu as des enfants, tu te dis, OK, moi, si je décède demain matin, qu'est-ce que j'aimerais laisser? C'est quoi l'impact? C'est ça. C'est quoi l'impact? Fait que souvent, c'est, mettons, j'aimerais ça donner 5 000 $ par mois pendant 15 ans à mes enfants, ou mettons 3 000 $ par mois pour les à mes soutenir enfants. Une période importante Exact. de leur vie. Puis là, nous, on calcule la valeur actualisée, le montant actuel pour ce besoin-là. Exemple, avec 400 000 $, on est capable d'avoir à peu près 3 500 $ net par mois pendant 15 ans, indexé à 2 %. Fait que ça, c'est le besoin, c'est maintenir le niveau de vie de la famille. Okay. La personne qui me dit « Hey, moi, j'aimerais ça que ma blonde ne travaille plus jusqu'à la fin de ses jours. » Bien, son besoin d'assurance vie vient de popper à 3 millions. Mais l'autre personne peut dire « Moi, c'est 300 000 » Fait que chaque personne est différente. Ça, c'est les besoins de base d'assurance. Puis là, si on va un petit peu plus élevé dans d'autres types de besoins d'assurance, on embarque dans j'ai une compagnie, j'aimerais ça trouver une façon de sortir de l'argent libre d'impôt quand je vais décéder. Bien, l'assurance vie, c'est super, super intéressant quand tu as une compagnie. Après ça, une autre personne, j'aimerais ça faire un don. Mais tu sais, ça peut être intéressant de faire un don à une fondation. Tu dis, moi, j'aimerais ça, si je décède, j'aimerais ça que la fondation XYZ, mettons le camp, reçoive 100 000, 200 000. Bien, la prime que tu payes, tu as un crédit d'impôt. Puis en plus, quand tu décèdes, tu donnes 200 000 à la fondation. Est-ce qu'il est libre d'impôt pour la fondation? Il est libre d'impôt pour la fondation. Puis là, ils font une statue à ton effigie. Tu leur donnes 200 000. Fait que t'es quand même content. Fait qu'il y a les 5 critères un peu d'assurance. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a aussi, mettons que je commence, parce que ça m'a été dit par mon père à l'époque, quand j'ai pris ma première assurance vie, c'était pas très à la mode, en 1977, j'avais 17 ans. Mais il me dit, tu viens de garantir ton assurabilité. Exact. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas la roulette russe, mais c'est le côté, on sait qu'on va mourir, on sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas à quel âge, on sait rien. Puis si tu pognes le cancer puis t'es pas assuré, j'imagine t'es assuré avec des primes de fou. Je sais pas, l'assureur, là, dans le fond, il regarde ta santé maintenant. Tu poses des questions médicales, il regarde ta santé maintenant. Puis là, tu as un engagement avec lui pendant 5, 10, 15, 20 ans avec lui. Fait que c'est ça, garantir l'assurabilité. Je pose mes questions médicales maintenant, j'ai 17 ans, j'ai pas encore fait de folie, toutes mes reins vont bien. Ben go, je prends mon assurance. Est-ce que mon assurance, tant que je la paye jusqu'à ma mort, va
va être valide parce qu'ils peuvent-tu me kicker out si j'ai eu deux infarctus? C'est une question c'est une exagérée, question. là, mais... Maintenant, les assureurs assurent tout le temps jusqu'à la mort, mais ça va dépendre du produit. Si tu prends une assurance temporaire, une temporaire 10 ans, une temporaire 20 ans, mais la prime va être nivelée pendant 10 ans, 20 ans, puis après ça va être plus cher, ou si tu prends une assurance vie permanente. Fait que ça va dépendre du produit. OK, c'est quoi que tu as pris exactement? C'est quoi que tu as pris. Mais dans des contrats, exemple de temporaire, tu as des options de transformation en permanent sans question médicale. Fait que protéger l'assurabilité, c'est super intéressant. Puis si on fait une courbe, mettons visuellement, ben les besoins d'assurance vie, là, quand tu as 30 ans, tu es à ta maison, tu as tes enfants, tu es au max de tes besoins d'assurance vie, puis plus tu vas avancer dans le temps, plus tes besoins vont descendre jusqu'à Normalement, 60 ans. tu vas baisser un peu ta prime. Ben, tu vas baisser tes besoins parce que tu as économisé, ton hypothèque est payée, les enfants sont enfin partis, fait que tu n'as plus besoin de payer pour les enfants. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que OK, je vais avoir dans un désir de legs ou de donner un peu plus, fait qu'à 60 ans plus, tu vas dire OK, je vais peut-être en avoir trop, je vais tout de même mettre de l'argent dans de l'assurance que de donner des placements imposables à mes enfants. Fait que là, ça devient un désir de legs aux enfants. Quand je vois, tu vas voir, mon côté journaliste revient, quand je vois des annonces à la télé, Jean-Michel, puis que je vois, mettons, une assurance vie qui va vous coûter juste 35 $, je dis n'importe quoi, là, les chiffres sont pas bons, là, 33 $ par semaine, et puis ils mettent l'accent sur un élément, vous n'aurez pas d'examen médical à faire. Ça, je me dis, ça veut dire deux choses. Le monde a peur d'apprendre qu'ils ont quelque chose, ou ils ont peur du médecin. Mais ça me semble être une variable avec laquelle vous devez travailler aussi. Ben, ici, l'assurance, c'est un peu la peur. Là. C'est comme si l'assurance auto, c'est de l'assurance habitation et de l'assurance décès. Là, tu me fais penser à Norwich Union dans le temps, 1-800-567. Oui, mais il y en a encore des compagnies de même. Qu'on voyait trop souvent, puis avec des annonces de 3 minutes, c'est bien long, cette annonce-là. Vous savez, avec des traductions de poche, là, mais quand même, derrière ça, il y a quand même quelque chose qu'on veut pas. Dans le fond, tu évoques la mort ou la maladie. Ouais, s'ils le font, c'est que ça fonctionne. Fait que dans le fond, ils prennent ça, ils mettent une prime quand même assez élevée quand on calcule, puis ils vont avec la masse. Ils disent, nous, on va faire un regroupement. On va avoir beaucoup dans la masse, on va avoir beaucoup de personnes, fait que ça réduit le risque quand même de beaucoup. Fait que Parce que dans les faits, si je prends une assurance typique, particulière, un produit, mettons, avec un avantage sur le placement ou sur le rendement, c'est sûr que je vais avoir une infirmière 2 jours après chez nous, en théorie. Là. Ben, moi, je l'ai vécu. Ou un changement de police. Oups, l'infirmière. Ben, si tu poses toutes les questions médicales, tu as un test pipi, un test de sang, mais dans le fond, tu réduis le risque chez l'assureur, donc ça coûte moins cher. OK. Mais faut dire que la COVID nous a aidé beaucoup. Beaucoup moins de tests de fluide. Pipi, sang depuis la COVID. Moins. Les infirmières ne voulaient pas se déplacer. Les assureurs voulaient vendre des assurances pareilles. Fait que il est un peu moins sévère. C'est ça. Au-dessus d'1 million, jusqu'à 1 million maintenant, quasiment pas de test pipi, pas de test de sang, sauf des fois des tests aléatoires. OK. Fait que c'est quand même bon pour les assureurs. Ça a changé. Donc, c'est moins... mais ce qui est drôle, c'est que, pour l'avoir entendu, il y a eu une époque où le vendeur d'assurance, assurance vie, on reste là-dedans parce que ça reste quand même... Mon père me l'a compté, mais il dit c'était des questionnaires. Oui, non, oui, exact. Non, oui, non. C'est fou, là. Est-ce que vous fumez? Non. Mais graduellement, moi, j'ai même vécu l'électrocardiogramme par l'infirmière chez nous, branché sur le téléphone Internet, il y a 5-6 ans. Fait que je me suis dit, OK, on est rendu là. Ça peut aller jusqu'à un MAPA. Il y a des compagnies d'assurance, il faut le dire, là, tu prends une assurance, ils peuvent donner une Apple Watch, puis ils s'arrangent pour que tu bouges à tous les jours. Ils regardent un peu si tu bouges à tous les jours. Ils vont-tu baisser ta prime avec ça? Ils vont baisser ta prime avec ça. Si t'es actif. Si t'es actif. Puis, c'est pas complètement fou. Ben, c'est pas fou, mais là, c'est intrusif, pareil. C'est Big Brother. C'est comme les assurances auto. Mais après ça, ils vont s'assurer que tu es allé voir ton médecin une fois par année, avoir le rapport médical. Dans le fond, ils te tiennent un peu ils te surveillent. C'est quand même intéressant pour baisser ta prime, mais le contraire est aussi bon. Là. Si tu décides d'arrêter de marcher pour aller au médecin, ça augmente la prime. Fait que moi, je suis pas encore rendu là. Okay. J'ai pas adopté, à part le fait c'est pas tout le monde qui le fait, là. C'est offert pour certains. Exact. Mais ce qui est très drôle, c'est que mon côté curieux aussi, Jean-Michel, les infirmières, évidemment, tu me connais, ils me disaient, il n'y a pas le temps de placer un mot, moi je posais des questions tout le temps, mais je disais, qu'est-ce qui est le plus drôle dans votre profession? Qu'est-ce qui vous surprend le plus au fil des années? Souvent, c'est des infirmières qui ont été dans le réseau public qui, éventuellement, font ça à temps partiel, puis c'est bien payé, puis ça leur permet de continuer à faire ce qu'elles aiment, dans le cas des infirmières. Mais je dis, qu'est-ce qui est le plus drôle? Mais elle dit, ce qui est le plus drôle, c'est le poids. On demande aux gens, on arrive, on dit, votre poids, pose la question, fait que la personne va dire 155 livres, parfait. Et là, ils prennent leur sac, puis ils sortent le pèse-personne. Oh! J'ai peut-être pris quelques livres. Fait que là, le 170 devient 189 sur la balance. Mais elle dit ça, c'est fréquent. Les gens ont comme une crainte de donner leur vrai poids, puis finalement, peut-être manger un peu trop. Puis tout. Test pipi, test de sang, t'as le gars de, tu t'imagines le gros baraquet de 250 livres, il tombe dans les pommes, puis il se couche sur le divan. Ça arrive souvent, là. Oui. Fait que c'est tout le temps ça. Les infirmières, ils ont un job assez important. Ça, c'est le premier. Le premier, c'est pèse-personne. Le deuxième, c'est la boisson. Ah ouais. Combien vous prenez 3-4 verres par semaine? Mais souvent, la vraie vie, c'est 3-4
je sais pas, moi, 3-4 bouteilles d'une semaine. 7 jours, là. Exact. Mais le vendredi, samedi, dimanche, la famille, les amis. Fait que, tu sais, probablement que les assureurs le savent. Qu'on est à moitié, tu sais. C'est sûr qu'ils savent. Mais maintenant, c'est rendu l'intelligence artificielle dans les questions. Tu poses une question, mais il comprend. C'est plus des formulaires papier, c'est des formulaires par Internet. Ouais. Fait que là, tu réponds oui à la question. Oh, 22 autres questions qui viennent d'apparaître. Puis là, tu réponds oui encore. Oh, 22 autres questions qui viennent d'apparaître pour eux autres filtrer un peu ça. OK, parfait. Allons-y avec une question générale que les gens peuvent se poser n'importe quand, mais particulièrement maintenant. Comment on choisit son conseiller? Hey, conseiller financier, là, vous m'entendez parler, ça prend un fit. Moi, je parle un petit peu plus vite. Les gens qui veulent que ça parle un peu moins vite, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous. Fait que ça prend un fit. Le plus important, il faut que tu aies envie de l'appeler quand tu as un renouvellement hypothécaire. Il faut que tu aies envie de l'appeler quand tu as aménagement paysager. Il faut que tu aies envie de l'appeler parce que tu veux parler de ta retraite avec cette personne-là. Il ne faut pas que ça soit j'arrive à reculons. Fait que ça, c'est le numéro 1, c'est le fit. OK. Ensuite, on embarque dans les compétences. Est-ce que vous voulez un conseiller en placement? Vous voulez un conseiller en placement qui fait de l'assurance, donc conseiller en sécurité financière? Voulez-vous qu'il y ait un titre de planificateur financier? Fait que c'est l'étape numéro 2, donc la compétence de la personne que vous voulez aller. Maintenant, surspécialisé ou quelqu'un qui fait un peu de tout, ça ferait votre affaire. Exact. Il y en a qui aiment ça. C'est pour ça qu'on embarque sur l'expertise. Oui. Je suis un professionnel de la santé, je veux quelque chose pour ça. Je suis en construction, je veux quelqu'un qui a beaucoup de gens en construction. Fait que l'expertise devient importante. Puis après ça, les permis, assurance, placement, conseiller en épargne. Puis je veux-tu quelqu'un qui va pouvoir être gestionnaire de portefeuille, puis il va pouvoir acheter mes titres? C'est d'autres choses. Fait que c'est des permis supplémentaires par rapport à ce que vous voulez avoir. Puis, mais le plus important, c'est un fit avec la personne. Puis je bifurquerais un peu aussi avec peut-être l'indépendance. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime mieux aller vers une institution financière. Il y a peut-être un petit peu moins d'indépendance parce que cette personne-là va offrir ses propres produits versus un indépendant qui va offrir les produits de toutes les institutions pour vous. Là, je vais inverser la question. C'est-à-dire, il y a la question du consommateur, comme tu dis, qui va avoir un fit, qui va choisir selon ses intérêts personnels. Mais est-ce que les conseillers, eux, peuvent décider de faire la même chose? C'est-à-dire, toi, tu pourrais décider, moi, je vais me spécialiser là-dedans, puis je vais devenir parce que ça change. Tu peux être un conseiller at large. Moi, je touche à peu près à tout. Donc, souvent, on dit qu'en 2023, quand tu dis que t'es bon dans tout, t'es bon dans rien. Fait que, est-ce que ça se peut? Je pense que c'est ton cas, mais je veux que tu m'en parles un peu. Mais non, mais tu comprends la question. C'est des deux bords, là. La question est excellente. Il peut avoir, dans le fit, là, il y a de deux côtés. Il y a des gens qui se spécialisent en retraite, dans le décaissement, et des gens qui spécialisent en assurance. Nous, dans le fond, notre cabinet Planica Services Financiers, on est spécialisé pour les professionnels de la santé et les gens à valeur nette élevée. Fait que ça, c'est nous, on est spécialisé là-dedans. Fait que dans le fond, quelqu'un qui arrive dans ce créneau-là, médecin, pharmacien, ainsi de suite, on connaît déjà sa vie, ses problèmes, pas ses problèmes, mais les prochains obstacles, comment l'encadrer. Mais donc, oui. Vous développez une expertise au fil du temps parce que vous avez des centaines de personnes qui vivent à peu près la même progression, pas les mêmes problèmes au même moment, mais vous en arrivez à faire un portrait robot, dans le fond. Exact. C'est un portrait robot, connaître les besoins, puis être à l'affût des besoins. Fait que nous, dans le fond, s'il y a quelque chose de nouveau qui sort dans le budget, on va aller voir dans les sections qu'on aime plus regarder, qui va être plus en lien avec notre clientèle. C'est logique. Donc, ça peut se faire des deux bords. Tu peux choisir d'être spécialisé, mais tu peux choisir un conseiller qui est spécialisé aussi. Exactement. C'est à nous de voir. Comment ça marche, les frais de gestion? Ça, c'est une affaire, parce que je sais qu'il y a eu des lois ou des arrêtés ministériels parce que plusieurs disaient, on les voit pas, on sait pas comment ça marche. Puis je pense que personne s'en vantait ou on regardait mal, mais je sais que ça a changé, fait que je veux que tu m'expliques un peu. Exact, c'est une excellente question. Les frais de gestion, depuis quelques années, au 31 décembre, dans vos relevés de placement, vous avez automatiquement les frais de gestion que vous avez payés à votre conseiller. Mais là, maintenant, il y a deux choses. Moi, je veux démystifier. Il y a le frais produit puis il y a le frais d'honoraire. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Fait que le frais produit, c'est le produit que vous achetez. Est-ce que j'achète un fonds négocié en bourse ou ETF? C'est un algorithme, dans le fond, qui va gérer des placements à ma place. Est-ce que j'achète un fonds commun de placement? J'ai un gestionnaire qui va acheter les titres à ma place. Ou est-ce que j'achète des titres directement? Si j'achète un titre directement, c'est-à-dire les actions de Couche-Tard, ça me coûte rien, j'achète le titre. Si j'achète des fonds négociés en bourse, ça me coûte entre 0,08 et peut-être 0,45. Ça, c'est le frais du produit que je vais prendre, l'algorithme. Puis si je prends un gestionnaire, ça peut coûter entre 0,6 puis 1,4 de frais de gestion. Mais ça, là, c'est le frais du produit à côté. Okay. Des fois, après ça, il y a le frais honoraire à côté, le frais du conseiller. Qu'est-ce que le conseiller est payé pour gérer vos actifs, faire le suivi des marchés, vous conseiller, faire le suivi des nouveaux produits d'épargne qui arrivent, ainsi de suite. Vous écrire s'il y a une situation exceptionnelle. Exactement. Ou encore, je pense que vous prenez même, dans certains cas, les devants en disant, selon ta situation, puis on sait que ton hypothèque, je sais pas, tu dois renouveler bientôt, on ferait peut-être un mouvement, parce que la bourse est haute, on va aller chercher... Exemple. Être à l'affût, être je comprends.
le fond, être le chien de garde de vos placements. Tu vas payer un faire petit peu plus cher, mais recommandations. tu n'as plus, dans le fond, Exact. c'est ça. Mais payer un peu plus cher, c'est l'honoraire à côté. Mais des fois, dans l'honoraire, c'est pas nécessairement plus cher. Si tu calcules un fonds négocié en bourse plus un honoraire, tu vas peut-être payer 1,2 ou 1,3 de frais de gestion. Tandis que si tu vas dans une institution financière ou ailleurs, des fois, le frais est intégré. Tu t'en rends pas compte, mais tu as le frais honoraire de l'institution financière et l'honoraire produit. Fait que c'est vraiment important de démystifier le frais produit, le frais honoraire entre les deux, qui donne un tout d'un frais de gestion qui peut être super bas à super élevé. On dit le mot planifier, puis c'est un mot important, mais est-ce que planifier, c'est prévoir l'imprévisible? Non. T'as une phase de t'aimes pas ça, mais non, c'est parce que c'est des fois, drôle, on la l'entend, puis des fois, on le lit. Tu sais, En voulant dire, je peux mourir, je peux avoir un accident, je peux être malade. Bon, Exact. exemple. Ben, tu sais, exemple. Quand tu dis planifier l'imprévisible, c'est là tu parles pas tu parles pas au conseiller en placement, tu parles un peu au conseiller en placement, mais plus au conseiller en sécurité financière, donc le gars d'assurance. OK. Planifier l'imprévisible, donc je tombe invalide, j'ai une maladie grave, je décède plus tôt. Ça, c'est planifier l'imprévisible parce que c'est quelque chose qui arrive à peut-être court terme puis sans le prévoir. Mais après ça, planifier l'imprévisible, moi je suis plus un gars on va être optimiste. C'est plus fun d'être optimiste. On va mettre les bases de l'assurance et après ça, on va planifier le futur, la retraite, ainsi de suite. Planifier le prévisible, dans le fond. Planifier le prévisible puis avancer avec ça. T'sais. Puis trop planifier, je trouve que ça fonctionne pas. Non? Non. Les gens qui font un plan sur 3, 4, 5 ans, y a-tu quelqu'un qui son plan sur 5 ans a fonctionné parfaitement? Pense pas. Tu as rénové ta maison, tu as fait des voyages, il y a un petit pépin qui est arrivé, ton auto est arrivé. Fait que planifier sur trop long terme, tu planifies ta retraite telle date, ainsi de suite, mais le court terme, il y a des aléas, fait que c'est toujours à recommencer ou à refaire. Puis des fois, je suis un bel exemple parce que tu travailles avec moi et planifier des fois sur 30 ans à venir. Moi, je suis rendu à 60 ans. Fait que si tu me fais un plan, il y a des systèmes, puis il y a des canevas qui existent pour 30 ans, je te disais, moi, ça me convient pas pour l'instant. On peut s'ajuster là-dedans. On peut s'ajuster. Puis, dans le fond, tu vas t'ajuster au fil des changements. Puis il y en a. Tu sais, juste les gens qui planifient avoir un paiement hypothécaire à 2000 $ puis le paiement hypothécaire monte à 3000 $ avec les taux d'intérêt, juste ça, du jour au lendemain, avec le taux Je le prends variable, où? ton plan vient on repart à zéro. Ouais. Okay, c'est un peu ça que qu'on commence à réaliser. Là. Tu sais, les gens, on n'a pas remarqué les gens qui ont ralenti la consommation. Je sais pas, vous avez regardé autour de vous, les gens voyagent. Ça n'arrête pas tant que ça. Hey. Ça arrête pas. Même les taux d'intérêt, ces autos plus élevés, j'ai pas vu des gens pas changer de voiture, mais je pense que ça va être le côté épargne. Ce qui paraît le moins un peu, hein? Le côté épargne. D'après moi, les gens vont peut-être se mettre à épargner un petit peu moins, gruger là-dedans. Puis... Ça me semble une évidence, moi aussi. Mais faut que tu coupes à quelque part parce que l'argent pousse pas dans les arbres. On l'a dit en masse. De quoi il faut se méfier? J'allais dire de qui, mais on va commencer par quoi? Ça va être plus sympathique quand on est en finance. Quand on est dans les... Je vais répondre un peu... Dans le fond, quand on est dans les placements, si je place mon argent, de quoi il faut se méfier? Il faut se méfier de soi-même. Il faut se méfier de tout ce qu'on dit depuis le début. J'aime ça, c'est sûr. Parce que souvent, on n'est pas connaisseur, puis on y va au feeling. T'sais. Là, on se ramasse. Si on fait ça, à mon avis, si je me fie à ce que Vincent Delisle disait, c'est qu'on est comme si on était au casino, là. Vraiment. Je le sens, j'ai un bon feeling. Il n'y a pas de feeling là-dedans. Là. Les feelings, les émotions, c'est soi-même. Puis là, t'entends parler du voisin, t'entends parler de l'émotion, t'entends parler de la récession. Le mot chum récession, au bureau a fait ça a été bon. Ouais. Le mot récession, il est-tu excitant ce mot-là pour dire « Hey, ça va descendre, on sort du marché, là, on embarque dans le market timing. » Non, faut pas faire ça. Fait que, se méfier de soi-même. Se méfier, j'appelle le beau-frère, le cousin, puis le mononcle. Ouais. Mononcle Gilles, ben ouais, correct. J'ai une idée, j'ai entendu parler de ça, ainsi de suite. Tu sais, les modes, le Bitcoin, tous ces modes-là aussi, il faut... Souvent éphémère, malheureusement. Tout ce qui est marijuana, ça a monté, descendu. Bitcoin, monté, descendu, remonté. Mais c'est très volatile aussi. Fait que tout ce qui est émotif devient plus volatile aussi. Est-ce qu'on est capable de vivre avec cette volatilité-là? Donc, faire confiance à ses émotions au moins. Est-ce que tu serais porté à dire, comme conseiller, quelqu'un qui fait ça, prends une portion de ton argent si tu veux juste t'amuser, mais dis-toi que tu peux la perdre. Sinon, c'est en plein ça. C'est ça, hein? Quelqu'un qui dit, je vais aller dans le pot, mais s'il veut mettre 100 000, tu vas dire, ouais, attends un peu. Si tu mets 5 000 tu veux juste l'essayer, dis-toi que tu peux le perdre, t'es correct. C'est-tu de même qu'on voit ça? T'as tout compris, dans le fond. C'est un risque de toute façon. Ce 10 000-là, si tu l'as perdu, est-ce que ça impacte ta vie sur le long terme? Oui, ben on va mettre 5 000. Ce 10 000-là, c'est dans le fond, on l'appelle ça du pocket change ou de l'argent, de love money, de l'argent que t'as pas besoin, mais let's go. Amuse-toi avec ça, puis vas-y par toi-même. C'est pas nécessairement ma recommandation à faire, mais voici les étapes à le faire, puis fais attention à ça. Notre job de planificateur financier, là, c'est d'éviter les gens qui prennent le DALO. On est là pour les guider dans l'allée. Puis, dans le fond, de temps en temps, prends pas ce DALO-là, rembourse, fais pas ci, fais pas ça, juste pour que ça avance puis ils fassent pas des mauvais choix financiers. De là, la communication puis être présent pour les gens.
Parce qu'il y a des choix financiers, il y en a tous les jours à faire. Dans le fond, c'est intéressant si vous réussissez à avoir une confiance, puis surtout démontrer votre sérieux, parce que c'est des recommandations que vous faites. Vous ne pouvez pas l'imposer. Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est ça qu'il faut que tu fasses, sinon tu es dans la merde. Parce que là, ça devient directif un peu trop, puis tu risques de perdre tes clients aussi. Exact. Fait que c'est juste de... Ben, c'est tough aussi, là. Le gars, il dit, je me mets ça là-dedans. Il dit, ah non, tu devrais pas le faire. Fait que c'est, tu sais, dire non, Surtout mais si c'est ça une monte relation. 2 mois après, tu vas dire, là, il te Exact. rappelle, il dit, Jean-Michel, il me semble qu'on aurait dû le faire. Et là, tu peux te tromper toi aussi. On peut juste se tromper. Il faut regarder le plan. Fait que moi, il y a déjà quelqu'un qui me dit, puis ça me restait un peu, il dit, j'ai pas engagé un yes man. Puis j'ai trouvé ça bon, tu sais. J'ai pas engagé un yes man pour me dire, oui, tu peux faire ça, oui, ça va bien aller. Fait que dans le fond, de temps en Sinon, il va le faire tout seul. Ben oui, ou ben tu sais, il va faire les erreurs tout seul. Moi, je suis là pour l'éviter de faire des erreurs. Donc, non, tu devrais pas faire ça pour telle raison. Maintenant, tu peux la faire, mais moi, je t'ai guidé à pas tomber dans le dallo ou t'expliquer dans le dallo comment ça fait mal puis comment ça va coûter. Comme on sort du dallo si on est dedans, malheureusement. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, vivre selon ses moyens? C'est tellement différent par personne, par objectif de retraite, par rythme de vie, mais vivre selon ses moyens. Moi, je suis plus dans, tu sais, être capable d'économiser un petit peu, être capable de se payer sa maison. Dans le fond, avoir... de pas attendre la prochaine paye. Souvent, c'est toi qui le disais dans les podcasts que j'entendais. Les gens vivent, le 42% des Canadiens vivent avec la prochaine paye. Semaine. Ben ça, moi, j'appelle pas ça vivre selon ses moyens. Tu n'as pas un compte de sécurité. Tu devrais avoir 5-10% d'argent dans un compte de sécurité. Tu devrais mettre 5 à 15% de tes revenus dans l'épicerie, 10 à 15% dans le transport, 25 à 35% dans le loyer, mais il y a une partie qui va en épargne là-dedans. Fait que c'est un petit peu ça, vivre selon ses moyens. Puis ses moyens, c'est selon ses objectifs. J'ai pas de fonds de pension, j'ai pas d'épargne ma retraite, ben il faut que tu épargnes un peu plus. Je suis, dans le fond, j'ai un fonds de pension dans une grosse entreprise par rapport à l'État. Ben là, c'est plus simple, vivre selon ses moyens, vivre à chaque paye. Mais endette-toi pas. Sauf que on entend tellement de gens qui disent, gars, je travaille, puis là, ça arrive. Fait que j'arrêterai pas de travailler. Fait que dans le fond, c'est une façon de le voir, c'est de dire, on continue comme ça, puis j'ai pas le choix de travailler. Fait que tu sais, en même temps, c'est parce que ça... Il y a un élément là-dedans, tu présumes que tu vas avoir la force et l'énergie pour travailler tout le temps. Puis à partir du moment, puis tu dis, si ça ne fait pas, le gouvernement s'en occupera. Mais si on regarde les montants qui sont donnés par le gouvernement, tu ne vis pas riche. Là. Ah non. Puis tu sais, vivre selon ses moyens, là, ce que je vois, moi, l'erreur à faire, tu sais, je vais acheter ça puis je vais rembourser après. Non, c'est pas vivre selon ses moyens. Je vais accumuler, je vais l'acheter avec mes moyens. Mais ça se fait-tu encore, ça? Nos parents faisaient ça. Ils ramassaient l'argent pour un frigidaire puis ils l'achetaient, mais aujourd'hui... J'ai entendu quelqu'un avec une belle voix dire « Payez sur 36 mois, sans intérêt. » Fait qu'il y en a pas mal des accords. Ben, l'économie n'est pas basée juste là-dessus, dans le fond, la consommation. On nous dit, c'est 75% à peu près de l'économie, c'est la consommation. C'est la consommation, mais tu sais, emprunter pour rembourser, moi, je trouve... Puis là, avec le taux d'intérêt actuel, je pense que ça devrait pas se faire. Fait que tu sais, c'est là-dessus, faut valider. Fait que vivre selon ses moyens, c'est avoir les moyens de se l'acheter avant d'emprunter pour le rembourser. OK, parfait. Non, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais on comprend c'est quoi le principe. Exact. Quelles sont les principales erreurs, Jean-Michel, que les gens font avec leurs économies? Ça va dans le même sens, un peu, de vivre selon ses moyens. C'est, les gens disent, bon, je vais faire tous mes trucs, mes voyages, et ainsi de suite, puis il va arriver à la fin de l'année, il va dire, bon, il me reste 2000 à mettre dans ma REER. Eh non, faut pas faire ça. Ça, c'est se payer en premier, là, c'est ça. La paie rentre, tu pars un prélèvement automatique de 50 $ aux 2 semaines, de 100 $ aux 2 semaines, mais se payer en premier, payer son épargne en premier. Fait que dans le fond, ça, c'est une des erreurs que les gens font, c'est attendre à la fin pour épargner. Après ça, l'autre petite chose, c'est la magie du REER. Le REER, là, tu sais, on entend parler de ça. Gérald Filion nous en parle pas mal en janvier, février. Puis là, c'est le temps de prendre sa REER. Puis là, c'est là que mais les c'est gens moins attendent. hot qu'avant, je me trompe-tu? Tu sais, il y avait une grosse période REER, c'était des grosses annonces. On a l'impression que les gens épargnent moins. Peut-être que les gens ont compris que l'épargne périodique, c'était mieux qu'à juste à la dernière minute. Peut-être, oui, c'est vrai. Mais mettons, la personne dit, OK, je vais mettre des REER, je vais mettre 10 000 $ dans mes REER là, en février, je vais avoir un retour d'impôt de 4 000 $ qui va arriver en avril-mai. OK. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec le retour d'impôt? Ils partent en voyage. Fait que là, toute la magie du REER, tu viens de la perdre parce que dans le fond, tu viens de mettre 10 000 $ à l'abri de l'impôt que tu vas te faire imposer plus tard, peut-être à 40, peut-être à 30 ou peut-être à 50 %. Mais là, l'effet composé de ton 4 000 $ que tu as sauvé, là, non. Oh, on vient de le faire disparaître. J'avais vu aux États-Unis quelque chose que, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai trouvé ça intéressant sur ce que tu viens de dire. C'est un chroniqueur économique qui disait, ils ont fait un test, ils ont rassemblé les réactions, surtout les actions qu'ont fait des gens qui ont reçu un montant non prévu. Exemple, une vieille tante qui t'envoie, pas des montants de 3 millions, là, parce que c'est autre chose complètement, mais un genre de 25 000 ou 50 000. Puis, comme par hasard, la plupart des gens ont dit « Ah là, avec la vie qu'on mène, on va se gâter. » Fait qu'il n'y a pas grand monde qui mettait ça sur ses rires. Non. La réalité, c'était 90-95% des gens se gâtaient. Parce que c'était pas prévu. Mais tu sais, des fois, ça peut t'aider, mais c'est pas... Encore là, on parle des moyens et tout ça, mais je suis pas en train de blâmer le monde, mais la nature humaine fait que hey, ça tombe du ciel, cette affaire-là. Go, la piscine, go...
J'aimerais voir. Tu vas pas être étonné d'entendre ça. Non, là. mais j'aimerais voir les tests. Je sais pas si c'est comment dire ça, mais les tests de psychologie qui est apte à gagner le million puis il ferait quelque chose d'intelligent avec la loto, tu sais. Fait que c'est la fond les gens qui sont peut-être plus aptes, peut-être qu'ils achètent pas de billets non plus. Fait que c'est différent. Ouais, c'est mieux, la meilleure. De toute façon, mais évidemment, celui qui en achète va dire si tu vas être sûr de jamais gagner, tu n'achètes pas. C'est une façon de voir. OK, carte de crédit, c'est important d'en parler. Comment rendre ça profitable? Moi, je fais partie de ceux, je trouve. Écoute, j'ai bien des affaires, je fais mal, là, mais je pense que je l'utilise, puis c'est le genre d'affaires que je transmets aussi à mes fils. Bien l'utiliser, je trouve ça très pratique. Moi. Tellement que ma carte de débit, moi, il faut que je sois mal pris pour la prendre. Exact. J'ai des frais. Alors, je veux que tu m'en parles en général, mais en tout cas, là, je viens de te dire, moi, dans ma vie, comment je gère ça. J'ai déjà vu dans le temps une entreprise qui avait décidé de, si tu payais par carte de débit, ça coûtait moins cher, puis à carte de crédit, ça coûtait plus cher parce que les entreprises ils ont un frais à payer. Mais ce frais à payer-là, maintenant, il est rendu dans les prix. Il est rendu dans le marché, il est rendu, dans le fond, je dirais pricé dans ce qu'on achète. Okay. Fait que ce frais-là va dans la compagnie de carte de crédit, puis il nous revient. Nous, comment il nous revient? Ben, dans les bonifications. C'est ça. Fait que là, c'est quoi tes besoins? Gilles aime voyager, ben Gilles aimerait ça peut-être avoir des meilleures assurances voyage, oui. Ou peut-être avoir peut-être plus d'aéroplans quand il part, fait qu'ils vont prendre celle avec. Fait que tu veux dire choisir comme il faut sa carte en partant? Choisir comme il faut sa carte. Il y en a, tu sais, la personne qui consomme beaucoup, qui rénove beaucoup, il y en a qui a des points quand tu rénoves, il y en a qui donnent jusqu'à 4% sur l'épicerie, il y en a qui donnent accès au salon privé, à l'aéroport pour pas attendre. Fait que tu sais, chaque personne est différente. Fait que l'important, c'est, il y a des sites internet, le Rate Hub, ou juste trouver sa meilleure carte de crédit sur tout ça. Puis regarder à avoir quelque chose qui va respecter un peu vos besoins, vos attentes, voyage, assurance aussi. Puis il y a moyen de jouer avec le 21 jours ou 22 jours de grâce par mois. Fait que quand tu sais que ta carte, ils vont t'envoyer le relevé, mettons, le 2, si tu as un gros achat à faire et tu as besoin d'un peu de temps, tu l'achètes le 3. Fait que tu sais que tu vas avoir... Ben, tu sais, tu peux jouer avec ça un peu. Écoute, ça change pas ta vie. Là. Non. L'important, c'est de la rembourser. Le payer sa carte en premier, le plus important, payer votre carte de crédit tout le temps. Ça donne des bonnes habitudes de paiement. Puis je vous dire que les compagnies comme Equifax puis TransUnion, ils savent, puis ils vont donner de bonnes codes de crédit quand tu rembourses tes trucs à temps. C'est eux autres qui... La code de crédit, est-ce que c'est le genre de choses qu'il faudra regarder ou si... C'est super important. Là. On a eu les scandales de Desjardins, et ainsi de suite. Mais tout le monde a ça. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir sans frais. Comme Desjardins, moi, c'est marqué code de crédit, tu payes dessus, ouais, puis tout le monde. Code de crédit, mais allez voir sur le site de Equifax ou TransUnion, une fois ou 2 ans, allez chercher son rapport. Tu vas sur le site, tu remplis tes informations, ils t'envoient le tout par la poste ou par courriel, puis tu as un peu un aperçu de tous tes crédits. Exemple, moi, j'avais pris une carte de crédit name it, je m'en souviens pas pendant tout, mais en 2006, exemple, au Canadien, tu as une carte de crédit Canadian Tire, tu l'avais pris, ben t'es encore activé dans le système. J'ai pas cette carte de crédit-là, t'as fait désactiver. Fait que dans le fond, chaque personne devrait, aux 2-3 ans, de voir un peu si mise à jour de sa... OK, on peut être surpris, c'est ça que tu dis? On peut être surpris. Ils savent des trucs depuis très, très, très longtemps, eux autres, là-dedans. Là. OK, alors c'est pas fou quand même. Parlons des objectifs de vie, ça a l'air large, mais est-ce qu'on doit, quand on a des objectifs, est-ce qu'on doit faire une grande différence entre le court terme et le long terme? C'est un défi. Toujours, tu sais, dans le fond, est-ce que j'épargne beaucoup pour en avoir beaucoup à la retraite, puis là, j'en profite pas du moment présent? Fait que c'est tout le temps ça. Puis je vais-tu vivre longtemps ou je vais-tu être en santé longtemps? Tu parles d'un paquet de variables. Tannante, ça. Les actuaires font juste ça, dans le fond. C'est la job. Ça, c'est comme définir un actuaire. Hein? Exact. Des prévisions par rapport à... Ça fait que les objectifs de vie sont là entre l'équilibre. Moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est peut-être pas dans l'objectif de vie, c'est qu'il y a des gens qui j'ai l'impression qu'ils ont besoin de dépenser pour être heureux. Fait que c'est eux autres, des fois, que je leur dis, hey, tu n'as pas besoin de dépenser de temps pour être heureux. Tu sais, aller monter une montagne, aller prendre une marche, c'est quand même quelque chose qui tu fais un McSween de toi-même, là. Ouais, mais un petit peu. C'est vraiment nécessaire. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Besoin. Puis, tu sais, je donne un exemple. Il est peut-être un peu farfelu, puis peut-être un peu gros comme chiffre, mais la personne qui a besoin de 80 000 par année pour vivre à la retraite, qui prend sa retraite à 60 ans, puis l'autre personne qui a besoin de 100 000 par année à la retraite. Pour nous, là, on fait, OK, c'est 20 000 par année, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est 1 600 $ par mois, mais la personne qui a besoin de 100 000 par année de 60 ans à 95 ans a besoin de quasiment d'1 million de plus d'épargne pour sa retraite. Fait que là, c'est comme, hey, 1 500 par mois d'économiser dans ton coût de vie va te donner un besoin à la retraite énormément, vraiment plus petit. Fait que je trouve ça quand même assez important de travailler sur ton coût de vie, de ne pas avoir besoin de dépenser pour être heureux. Puis après ça répond peut-être pas à ta question des objectifs de vie. Oui, mais quand même. Exact. Objectif, c'est... Je suis pas un fan d'objectifs de vie, je suis un fan d'équilibre. Donc, être heureux maintenant, être heureux tout le temps, puis gérer ses finances. Jean-Michel, acheter sa demeure. Depuis que je suis jeune, on a de ses meilleurs placements. On disait tout le temps, tes grosses dépenses, ça va être acheter une maison, acheter ton auto, puis bon, ta job, la patente. Est-ce que ça change, ça? C'est encore vrai? C'est une belle question, puis ça me fait sourire, parce qu'il n'y a pas personne...
Les gens voient, j'ai acheté ma maison 500 000, je l'ai vendue 1 million. J'ai acheté ma maison J'ai fait 500 000 avec. J'ai fait 500 000 avec, mais ça fait 15 ans que tu l'as, ça fait 15 ans que tu payes des taxes. Combien de fois tu l'as peinturé? Combien de fois tu l'as changé? Combien de fois tu as rénové? Est-ce que tu as mis 100 000 piastres d'aménagement paysager? Fait que les gens voient juste, Wow! ils voient juste le plus, OK. puis la fin, puis ils voient pas entre les deux. Fait que les gens, maintenant, achètent un mode de vie, ils achètent une maison, ils la rénovent comme ils veulent, puis c'est pas nécessairement les meilleurs investissements qui soient. Fait que Dans le fond, ce que tu dis, si pour vous, être un endroit intéressant pour la famille, un grand terrain, peu importe puis vous vivez dedans, c'est ça, c'est un mode de vie, mais en termes de placement, si tu calcules toutes les dépenses, c'est pas toujours si pas intéressant. tout le temps aussi intéressant. C'est juste ça. Faut pas juste prendre je l'ai acheté, je l'ai vendu tel prix. Regarde entre les deux que ça t'a coûté. Mais pour beaucoup de personnes, une maison, c'est de l'épargne forcée. Fait que il y a beaucoup de gens qui arrivent à retraite, oui, c'est c'est leur vrai. seul. Fait que c'est le meilleur placement qui soit parce que ça leur a obligé de rembourser C'est la leur grosse hypothèque. garantie. Au pire, je vends ma maison. Exact. Le problème, c'est que depuis 4-5 ans, avant que les taux augmentent, les gens rempruntaient sa maison. Fait que là, on n'avait plus une dette qui était finie de payer, puis un actif. Il y en a qui sont accrochés avec une hypothèque qu'ils n'avaient plus, là, c'est ça? Exact. C'est pour en profiter du moment présent. Fait que est-ce que c'était une bonne dette, la maison? C'est un bon investissement? Oui, mais faites attention, tu sais, avec toutes les dépenses que vous allez mettre là-dedans. Ça explique peut-être, Jean-Michel, pourquoi il y a des observateurs et qui de plus en plus, qu'il y en a plusieurs qui écrivent des livres là-dessus aussi. Il y a un moment dans une vie quand tu as une bonne équité, quand tu as ramassé pas mal d'argent, puis tu es rendu à un certain âge où, par exemple, ton mode de vie, c'est voyager, puis tout ça. Il y en a plusieurs qui il est mieux avoir juste une clé, un appartement, donc, puis savoir comment ça coûte tant. Tu fais peut-être pas ça à 21 ans, mais encore là, ça dépend qui, ça dépend des moyens. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont team appartement. Team appartement, team Ça se peut, condo, hein? tu sais. Ben Je oui. m'en vais, je mets la clé dans la porte, puis mes plantes en plastique, ils ne meurront pas. Il n'y a pas de problème, puis je deviens un peu plus nomade, moins dépendant de tes biens. C'est là l'affaire aussi. On devient dépendant de nos biens. Je veux un chalet, je veux une t'en roulotte. occupes? Exact. Je veux un condo en Floride. Ben, quand je pars en vacances, il faut que j'aille où? Ben, à mon condo en Floride, j'ai un condo en Floride. Ah Fait oui, que sinon, ça vaut pas la peine. c'est Je ça. comprends. Fait que Très bien. devenir dépendant de ses biens, c'est dans le fond, ça fait partie des objectifs de vie. Ben, à moi non, puis j'espère pas à tout le monde. Deux grandes questions sur l'investissement. Est-ce qu'on paye ses dettes avant d'investir ou on investit... la première question, ça sera celle-là. Est-ce qu'on paye ses dettes avant d'investir ou on peut s'endetter pour investir? Est-ce que c'est une question intemporelle? Parce que la même question que tu me poses il y a 2 ans, je te dis emprunte à 2 %, c'est sûr que tu vas faire mieux. Maintenant, emprunte à 6-7 % est-ce qu'on va faire mieux? Fait que, OK, ça dépend du marché. ça du temps. dépend du marché. Fait que la question est excellente. Fait que de là, encore une fois, on rencontre des gens qu'on a fait un plan de match il y a 2 ans, puis le plan, il change parce que les taux d'intérêt viennent d'augmenter. Ben, tu sais, moi, j'ai dit à beaucoup de gens dans la dernière année, mettons des gens un petit peu plus défensifs dans leur portefeuille, je dis, sors ton CELI, rembourse ton hypothèque. Parce que, dans le fond, ton hypothèque à taux variable, c'est un 6 %. Un 6 % garanti, il n'y a pas grand monde qui peut te promettre ça, un garanti 6 % en termes de placement. Fait que c'est la nuance. Là, dans le fond, j'ai sorti mes placements pour rembourser des dettes, mais il y a 2 ans, ça aurait été, hey, endette-toi peut-être pour prendre des placements. Fait que aussi, OK, je comprends. tu sais, on est en 2020, la bourse plante de 30 %. Est-ce que les gens ont été game d'emprunter puis investir? C'était le temps, mais on le sait pas. Mais tu sais, si la bourse plante de 30 %, tu sais, by the way, une récession, là, ça descend. Quand on dit une vraie récession, la bourse peut descendre de 30-35 %. Puis l'année passée, le moins 8 ou moins 18 qu'on a eu... Pas la fin du monde, ça se peut. C'est pas la fin du monde, c'est un petit speed bump. Mais là, cette année, c'est pour certains indices, c'est 15-20. On a le positif. L'international est positif, Canada est positif, tout va bien, mais ça se peut que ça plante. Fait que là, ça plante pas mal. Qu'est-ce qui va arriver si la bourse plante pas mal? Aucune idée. Mais mettons qu'on fait un scénario pour le fun. Ben, la bourse plante pas mal. Les taux d'intérêt vont peut-être descendre un petit peu parce que, dans le fond, si la bourse plante, c'est que l'économie va mal. Ils vont vouloir stimuler l'économie en baissant les taux d'intérêt. Taux d'intérêt descendent, la bourse vient de planter, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu opportuniste? Moi, j'aime ça être opportuniste, je suis excité. Là. La bourse vient de planter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça coûte moins cher. Tu sais, ça coûte moins cher, Donc, donc peut-être acheter, me positionner parce que ça va remonter un jour. Exactement. Tu sais, la bourse, là, c'est le seul magasin que quand tout le monde s'en va, quand tout est en rabais, tout le monde sort du magasin. Eh non, la bourse vient de planter, tout le monde sort du magasin. Mais non, il faut aller à contre-courant, il faut le faire. C'est là peut-être qu'emprunter... C'est un peu d'économie, c'est le fun, ou emprunter si t'es moyen de le faire. Exactement. Fait que OK. il est là le jeu entre les deux. Est-ce qu'on investit en bourse ou en immobilier? Ça, c'est une question que tu vas te faire poser 1000 fois, particulièrement dans le domaine où tu es spécialisé. J'imagine que tu vas me dire un peu des deux, mais je sais pas. Ça se une bonne peut-tu? réponse, tu sais. Les gens vont dire, ouais, t'as un parti pris, toi, dans le fond, t'es rémunéré sur l'actif sous gestion. Ouais, mais tu sais, je suis rémunéré aussi sur la valeur. Notre but, là, c'est d'augmenter la valeur nette des clients. Fait que dans le fond, les gens qui viennent nous voir, c'est
Je veux que tu vales le plus cher dans Ils mettent 5, 10 piastres, 10, j'espère que ça va faire 12, puis Exact. 14, puis 16. Qu'il soit à gauche, à droite, et de chaque côté. Fait que là, après ça, l'immobilier, il y a deux, trois types d'immobilier, là. Quand on parle à ton ami Martin Desrico, lui, l'immobilier, c'est peut-être plus gros, c'est gros que les gros 40 portes, 60 portes, 200 portes, 400 portes, c'est 2000 géré par portes. quelqu'un d'autre, je mets de l'argent là-dedans, C'est je un viens autre d'investir game. en immobilier. Je m'achète un 4 portes, là, les toilettes, ils pètent, puis il faut que j'y aille, je viens de perdre du temps, il faut que je rénove, j'ai un renouvellement hypothécaire, j'ai mon loyer qui rentre pas, il faut que je fasse des publicités. Fait que c'est des choses différentes. Ça peut être payant, mais ça peut être du trouble aussi. C'est en plein ça. Un Puis- fatigant qui t'appelle la nuit, le soir, je t'ai écœuré. Exact. L'autre voisin, l'autre met sa musique trop forte, faut que tu gères. Non, je comprends ce que tu veux C'est dire. moins ça. liquide. Demain matin, je veux partir en voyage. Peux-tu hypothéquer mon hypothèque? Non, je peux te sortir mon scellé? Oh oui, tu sais. Oui, je comprends. L'immobilier. Moins de flexibilité. Exact. Faut que tu le saches. Exact. Fait que tu sais, chaque place est chaque option est bonne, chaque option est différente. Puis dans ce sens-là, avec les taux d'intérêt, c'est peut-être un peu à y repenser. Mais je suis pas contre aucune des deux. Comme tu as dit. Ouais, oui. Un mélange des deux. Je veux qu'on termine en parlant de toi, de ta vision, ton parcours. T'es assez jeune, t'es quoi, jeune? 38. 38? Bon, t'as pas 40, t'es quand même assez jeune. Mais ça fait quand même combien de temps que t'es dans le domaine? Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Quand même. Donc, Puis aux heures que j'ai travaillé, ça fait 25 ans d'expérience. Puis est-ce que tu dirais qu'en 15 ans, Jean-Michel, ton travail a quand même changé pas mal? Énormément. T'sais, chaque fois. Mon travail était différent. Au début, tu n'as pas de clients. Tu te promènes, Faut tu que tu fais le tour cherches, de hein? la province, tu cherches des clients, tu fais des conférences. Après ça, moi, j'ai décidé de bâtir une équipe. Fait que j'ai décidé de bâtir une équipe autour de moi avec chacun des forces différentes. Fait que ça a été Mais comment on fait ça, bâtir une équipe? Non, parle-moi ça, ta stratégie, toi. ma stratégie. Mettons, je peux faire un parallèle. Gilles, t'aimes-tu parler de sport? Oui, mais je suis pas le pro. Je vais me trouver quelqu'un qui va parler de sport en radio. Fait que ça a Ok, été un petit peu je la comprends. même chose pour moi. Moi, Chercher des gens meilleurs que toi dans certaines affaires. Dans mon équipe, j'ai 2 personnes en planification financière qui trippent sur la retraite. J'ai 2 personnes en assurance qui trippent plus assurance. J'ai 3 personnes en placement qui trippent plus placement. Moi, je trippe planification financière. Je trippe rencontrer clients. Puis je trippe pas paperasse. Fait que j'ai 4 personnes dans mon Ils équipe. font plus de paperasse que toi. Un petit peu plus que moi, qui fait en sorte que je travaille sur mon unique habileté. Mon unique habileté, c'est être devant les gens, faire le plan de match, les rendre en confiance, puis les écouter selon ce qui est. Mais tu sais, fait que j'ai monté une équipe de 12-13 personnes jusqu'à maintenant. Fait que ça a été un super défi, puis ça a changé. Les défis changent, l'âge des gens, l'âge de mes employés change, leurs besoins changent. Fait que oui, ça a été super différent dans les 15 dernières années, surtout avec la technologie. Puis je vous dirais, l'AMF qui nous met des bâtons dans les roues aussi au niveau administration. Là. Oui, c'est plus dur. C'est-à-dire plus de paperasse ou quoi? Paperasse tout le temps. À cause des scandales qui ont eu lieu depuis 10-15 ans, ça se peut-tu? Ouais. Tu sais, comment ça s'appelait? La croix, l'argent est autour de vous. Exact. Là, tout ça. L'argent est partout autour de vous. Exact. Les scandales La Croix, Norbourg, ainsi de suite. Fait que, tu sais, Oui. tout ça en fait en sorte que tu sais, chaque décision qui est prise doit être, c'est correct, est prise, mais elle doit être documentée, numérisée, suivie. On a besoin d'approbation du client, un courriel du client. Ça a été un petit peu plus lourd. Mais la COVID, de l'autre côté, les propositions d'assurance par Internet, les signatures par Internet, DocuSign, puis aussi, avant, je faisais 50 000 km par année, puis maintenant, on se voit par Zoom puis Google Meet. C'est un plus pour toi là, dans la job. Puis c'est un plus pour mes tu enfants peux être aussi aussi. efficace. Ouais, tu sais, c'est un père de famille un peu plus présent. Exact. Fait que, oui, c'est beaucoup plus efficace. Puis, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a une partie de small talk, le babaye. Là, tu arrives ouais. dans un Zoom, on va parler, ça va durer 45 minutes ou 1 heure, puis les gens sont contents, ils sont encore dans le confort de leur salon, je leur jase, puis je suis 10 fois plus disponible pour tout le monde. Est-ce que les employés doivent aller au bureau? Êtes-vous mixité, vous autres, un peu de deux? Excellente question. Moi, j'ai décidé qu'on était au bureau 2 jours par semaine. Fait que Est-ce que c'est 2 jours définis pour que tout le monde se voit? Non, OK. 2 jours définis. On a un système pour dire quand on est là. Fait que si tu veux travailler avec telle personne cette journée-là, elle va dire moi je suis là, moi aussi je vais être là. Ouais. Fait qu'on a un système de communication. Puis moi j'ai instauré le 2 jours semaine. Mais pourquoi je l'ai instauré 2 jours semaine? Parce que j'ai décidé que moi aussi j'allais faire 2 jours semaine. J'ai pas fait hey, je suis le boss, allez-y 2 jours semaine, allez-y pas. Fait que moi quand un bout de temps c'était 1 jour semaine parce que moi j'étais apte à faire 1 jour semaine. Puis pendant la COVID peut-être 0 jour semaine. Fait que j'ai livré l'exemple. Puis après ça je le fais 2 jours semaine. Mais ce qui arrive c'est que comment tu fais pour former les gens à distance? C'est compliqué. Transmettre, mettons, ta mission. Exact. Transmettre la mission de l'entreprise, les vœux, Les l'intérêt. seniors des entreprises là, aiment beaucoup le télétravail, ils se font beaucoup moins déranger, ainsi de suite. Les juniors disent comment je fais pour apprendre du senior, apprendre des petites tactiques. Tu sais, c'est pas hey, je vais te faire tac, un Teams ensemble pour te poser quelques questions, mais dans un corridor, ça aide beaucoup. Fait que là, on voit des entreprises à ramener les gens au bureau. Moi, je suis pour la transmission d'informations, puis le team building. Moi, numéro 1, la personne qui dit je vais venir au bureau le vendredi parce qu'il n'y a personne, je dis t'as pas compris. Là. On vient 2 jours par semaine pour se voir, pour le team building, pour régler des dossiers, pour faire des nouvelles procédures. Non, c'est bien de le mentionner aussi. Puis c'est respecté, les gens sont d'accord avec ça? Exact. On a un petit système de voir un peu, mais les gens le respectent. Puis s'ils ne le respectent pas, c'est un peu
Dans les faits, Jean-Michel, quand tu as une période, on revient un peu au début de notre podcast, de turbulence où là, la bourse a bougé, puis on a des situations exceptionnelles. J'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, il y a tellement de choses exceptionnelles. À l'épicerie, partout, tout a changé. Mais est-ce que tu as une nervosité qui fait que tu as des clients de qui tu n'avais pas de nouvelles si souvent qui disent « On est-tu correct, là, Jean-Michel? » C'est un peu plus l'insécurité, ça serait le mot. Parce que quand ça bouge, tu lis, puis les nouvelles sont tout le temps négatives, puis Gérard Filion nous dit que ça va mal, exact. Puis après ça, t'as Clément Gignac qui nous dit « Oh, ça marche plus. » Fait que là, je m'imagine des gens qui sont aussi tes clients, qui font juste un petit coucou, un petit texto. « Jean-Michel, moi, je suis correct. » Y a-tu eu plus de ça depuis 2 ans? Il y en a eu un petit peu plus. COVID, tout le monde était juste assis puis regardait le train passer. Là. Ça a été trop vite. Il y en a quelques personnes, ça a été trop vite, puis ça a remonté vite, puis la bourse, ça a été descendu 30%, monté 30% en 4 mois. Fait que ça n'a pas été si pire que ça. Mais là, l'année passée, la bourse a été un peu plus négative. Les gens se posent des questions. Il y a 2 choses qui sont arrivées. Là. C'est la bourse descend un peu, puis l'inflation embarque. Il dit, OK, mon plan de match, il marche ça encore parce que le prix de l'épicerie vient d'augmenter, tout vient d'augmenter. Fait que là, il y a eu quelques questions, mais je dirais plus pour les gens plus âgés. Fait que les gens plus jeunes, ils voient ça comme ils sont peut-être un peu comme moi, on voit ça comme des on n'est pas là, on n'est pas là. Moi, on n'est pas à la fin, nous autres là. On souhaite juste que ça plante. Pourquoi? Si ça plante, on continue à investir, c'est quand tu es en mode investissement. Comprends. Fait que il y a 2 sphères. Fait que oui, j'ai eu quelques personnes qui sont venues refaire leur plan de retraite, rajouter le truc, mais ça a comme bien été. On va finir en te posant la question. C'est quoi, pour toi, le leadership, c'est quoi? Comment tu considères, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu définis ça, le leadership? C'est, dans le fond, là, la mentalité d'avant, je dirais d'avant, tu sais, t'as un boss. C'est mon boss, mais moi, je me vois jamais comme un boss. Je vois comme un capitaine d'équipe. Un capitaine d'équipe qui est sur le jeu. Je joue au hockey avec vous, là. Je suis pas. T'es sur la glace aussi. Sur la glace aussi, là. Tu sais, quand on prend un hit, je prends un hit avec vous autres. Quand on perd ensemble. Je suis le capitaine. Je dépasse la palette à mon équipe, mais fait que j'aime pas dire que je suis un boss. Puis je pense que c'est ça qui est maintenant le leadership. C'est un coéquipier que tu as besoin, qui est accessible, puis qui fait les mêmes choses que toi. Tu sais, si t'es le boss en haut qui est en Floride, puis l'autre qui est sur la glace, c'est pas la même affaire. Fait que pour moi, le leadership, c'est prôner par l'exemple, puis être un bon capitaine. Puis je trouve que c'est motivant pour les autres. Tu sais, quelque chose qui arrive, mettons qu'un client qui est pas... Qui te pose plein de questions, puis c'est plus difficile à répondre, ou ainsi de suite. Fait que, tu sais, tout le monde est engagé. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je prône la transparence. La transparence, plus tu es transparent, plus les gens vont être engagés dans ton équipe. Fait que des fois, je suis un panier percé, peut-être un peu comme toi, là. Fait que, tu sais, voici comment je me sens, voici ce qui s'est passé, voici tel client, ben, tu sais, ça rend l'équipe engagée. J'aime respecter mes engagements. J'ai dit qu'on allait 2 jours semaine. Ben, moi, je fais 2 jours semaine. Ben, ça rend les employés, je pense, plus loyaux. Après ça, ben, dans le fond, je donne des responsabilités. Je fais confiance. Tu sais, le nouveau qui vient de rentrer depuis 2 semaines, j'étais à la faire, qu'est-ce que tu ferais, toi? Vas-y, essaye. Tu sais, rentre sur le plancher des vaches, comme on dit, puis essaye, mais ça va être la meilleure façon d'apprendre. Fait que je fais super confiance. Puis ça les rend motivés. Ça les rend motivés à travailler plus. Avec qui il me fait confiance. J'ai le mandat au complet de faire tout ce dossier-là. Oui, vas-y, moi, je vais le réviser à la fin, mais vas-y, tu sais, à la place de dire, regarde, voici comment je ferais, non, vas-y, avance. Fait que ça nous aide aussi à aller. Puis, dans le fond, je leur donne les outils pour que ce soit le plus performant possible. J'ai une petite chose qui est le fun, que peut-être que M. Saint-Hilaire aimerait. Chaque fois qu'il y a un nouvel employé qui rentre dans une entreprise, je lui donne un livre, un petit livre à boudiner. Je dis, là, tu vas mettre pour les 3 prochaines semaines tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi si? Pourquoi telle personne fait ça? Pourquoi la réceptionniste c'est de même? Pourquoi je fais cette tâche-là? Pour toutes les questions, parce que quand tu rentres comme un nouvel employé, tu vois plein de trucs anormaux. Mais après 3 semaines, tu rentres sur tes pantoufles, t'embarques là-dessus, puis tu vois plus, dans le fond, les petites anomalies parce que tu les as rendus imprégnés. Fait que moi, je leur dis, plus tu mets des trucs là-dedans, mieux c'est. Puis après ça, après 3 semaines, on s'assoit puis ils me posent des questions. Mais c'est tellement le fun, là, pourquoi telle personne est... Ça nous aide tellement à modifier, puis des fois, on change les trucs. Je dis, OK, oui, tu peux l'ajuster. Ça, on va le changer. Fait que le petit livre, l'entrée de jeu, j'aime bien ça. Est-ce que, c'est bien, c'est une bonne idée, est-ce que dans le fond, tu as installé un système de gestion ou une façon de travailler dans laquelle tu aurais aimé toi-même évoluer si tu étais employé de Jean-Michel ou de la gang? C'est sûr que oui. Dans le fond, étant moi-même peut-être un capitaine, j'aurais de la misère à avoir un capitaine. Fait que je suis pas... Donc, je veux peut-être un boss, mettons, au-dessus de moi, j'aurais bien de la misère. Fait que dans le fond, je suis un peu plus... laisser aller pour donner la latitude, pour dire, regarde, vole de tes propres ailes puis donne ton 110. Ça veut dire donc, si je comprends bien la façon avec laquelle vous travaillez, que ceux qui sont responsables de leur département, c'est comme des mini-boss, même si on n'aime pas le mot, là, des mini-capitaines. Ils sont responsables de leur dossier. De leur dossier, c'est ça. Puis on travaille tellement en équipe que sinon ils se plantent dans le dossier, ben tout le monde se lève la main. C'est pour ça qu'on vient au bureau, c'est pour un peu être en équipe, pour dire, OK, t'as des problèmes là-dessus, je vais t'aider, ou t'as de complexité là, je vais t'aider. Fait qu'on a un team spirit, puis tout le monde est responsable de ses trucs, puis tout le monde lève
la main, puis quand il y a une job plate à faire, exemple, ben on a 3-4 qui lèvent la main à la place de dire non, c'est lui qui va faire ça. Là. En terminant, quelqu'un qui voudrait... Je le fais parce que je trouve ça normal, parce que souvent, quelqu'un qui nous entend va dire, mettons que je veux parler à ce gars-là, j'aimerais ça comprendre leur compagnie. Comment on te rejoint le plus simple? Là? Quelqu'un qui nous entend, là, sur Google, il va où, mettons? Ouais, sur Google, ben, dans le fond, on a un site internet, planica.ca. Sur le site internet, on a accès à tous les conseillers. Il y a d'autres conseillers que moi. On clique sur la page, puis on peut écrire. Planica.ca, c'est aussi simple que ça. Planica.ca. Écoute, merci beaucoup, Jean-Michel. Ça a passé vite, hein? Oui, vraiment. Très bon. Lâche pas, t'as une bonne voix et t'as des choses à dire. Ouais, merci.